Le respect ne se crie pas, il s'impose en silence. Celui qui a besoin de hausser la voix a déjà perdu son autorité avant même d'ouvrir la bouche. La véritable force ne se mesure pas en décibels, mais dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté avec laquelle tu poses une limite et dans la cohérence avec laquelle tu vis chaque mot que tu dis. Dans la vie quotidienne, nous voyons beaucoup de gens qui confondent le respect avec la peur. Ils intimident, s'énervent, élèvent la voix pour feindre la domination, mais en réalité, ils ne révèlent que leur insécurité. Le respect authentique ne naît pas de la peur que tu génères chez les autres, mais de la sécurité que tu transmets de l'intérieur. Personne ne suit celui qui crie par désespoir, mais tout le monde écoute celui qui garde le silence avec fermeté. Cette vidéo ne cherche pas à te donner des formules creuses, mais à te montrer comment l'autocontrôle, la discipline et la cohérence deviennent des armes invisibles qui transforment ta présence. Ici, tu apprendras que le silence peut être ta meilleure réponse, que le calme désarme plus que la colère et que les limites claires n'ont pas besoin d'explication. Ce sont 8 leçons que tu peux appliquer dans n'importe quelle situation réelle, au travail, à la maison, dans la rue, avec des inconnus ou avec les personnes les plus proches. 8 attitudes qui feront que tu n'auras pas à exiger le respect parce que tu le provoques naturellement. Reste, car à la fin tu comprendras que la voix la plus forte est celle qui n'a pas besoin de s'élever. 1. Transforme le silence en votre meilleure réponse. Le silence est comme un mur invisible, on ne le voit pas, mais il arrête toute attaque. Pensez à une rivière qui coule avec force. Plus vous lui lancez de pierres, plus elle fait de bruit. Mais quand l'eau se calme, le reflet devient si clair que même l'agresseur est confronté à sa propre image. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque vous l'utilisez intelligemment, non pas comme une évasion, mais comme une stratégie. La plupart des gens pensent que s'imposer signifie parler plus fort, répondre rapidement ou avoir le dernier mot. Cependant, lorsque quelqu'un attaque et que vous répondez avec calme et silence, vous accomplissez quelque chose qui désarme. L'autre personne est exposée à son propre bruit. Éviter de réagir immédiatement est un art qui nécessite de la discipline. Lorsque quelqu'un vous provoque avec une critique injuste ou un commentaire blessant, la première chose qui naît est l'impulsion de vous défendre. Cette impulsion est naturelle, mais si vous la suivez, vous entrez sur le terrain de l'autre, et c'est là que vous perdez le contrôle. Le conseil pratique est de vous arrêter 3 secondes avant de parler, de respirer et de vous demander « Vaut-il la peine de répondre maintenant ?» Un autre aspect important est de comprendre que le silence n'est pas soumission. Il ne s'agit pas de se taire parce que vous n'avez rien à dire, mais de montrer que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne vous apporte rien. Une façon de le pratiquer est de choisir consciemment quand parler dans les discussions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un vous accuse sans raison au travail, votre première réaction peut être de vouloir vous justifier. Au lieu de cela, essayez de rester silencieux, de soutenir le regard et d'attendre. Souvent, le silence fait réaliser à l'autre l'absurdité de sa position. Et si ce n'est pas le cas, votre sérénité montrera que vous n'êtes pas sur la défensive, ce qui génère immédiatement du respect. Le silence est également utile dans les situations sociales où quelqu'un cherche à vous provoquer devant les autres. Une moquerie, une ironie ou un commentaire sarcastique peuvent être désactivés sans que vous disiez un mot. Votre attitude calme, un léger sourire ou simplement le fait de ne pas réagir montre que vous êtes au-dessus de ce jeu. Celui qui vous observe comprend que vous n'avez rien à prouver. Ce contrôle communique plus que toute réplique agressive. Pour pratiquer cette compétence, un conseil est de s'entraîner à l'écoute active. Au lieu de penser à comment répondre rapidement, concentrez-vous sur l'écoute de l'autre en totalité. En faisant cela, vous gagnez non seulement du temps pour réfléchir, mais vous transmettez aussi que vous valorisez plus votre équilibre qu'une confrontation inutile. Et quand vous parlez enfin, votre voix sonne plus ferme, plus claire et beaucoup plus percutante que celle de celui qui n'a pas cessé de crier. Une autre façon d'utiliser le silence à votre avantage est dans les conversations où vous sentez qu'on veut vous manipuler.
Face à des questions malveillantes ou des jugements déguisés en préoccupation, le silence peut être la réponse la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de longues explications, ni de vous justifier, car chaque justification est un terrain que l'autre utilisera pour vous épuiser. Le silence, en revanche, est un bouclier. En fin de compte, transformer le silence en votre meilleure réponse signifie comprendre que tout ne mérite pas votre voix. Cela signifie apprendre à mesurer quelles batailles sont dignes de mots et lesquelles sont gagnées par le calme de ne pas réagir. Lorsque vous l'appliquez, non seulement vous évitez de tomber dans des pièges émotionnels, mais vous vous placez également dans une position de domination. L'autorité réelle ne s'entend pas dans les cris, elle se perçoit dans la sérénité de quelqu'un qui sait quand parler et quand ne pas le faire. Et c'est là que réside la leçon. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la scène. 2. Reste calme et réponds avec dignité. Un volcan ne perd pas de respect parce qu'il est silencieux. Au contraire, son calme impose davantage que n'importe quelle explosion. Chacun sait que, s'il venait à s'éveiller, sa force serait irrésistible, et cette certitude suffit pour que personne ne le sous-estime. Ainsi en est-il du calme au cœur de la confrontation. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la maîtrise absolue de soi. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer dans l'espoir de te faire perdre ton équilibre, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de rester ferme, de parler avec sérénité et de montrer que rien ni personne n'a le pouvoir de t'arracher à ton centre. La plupart des gens tombent dans le piège de répondre avec colère lorsqu'ils sont attaqués, croyant ainsi se défendre. En réalité, chaque fois que tu élèves la voix, tu prouves que l'autre a réussi à t'atteindre. Ce n'est pas de l'autorité, c'est une réaction. Le véritable respect se gagne lorsque tu parviens à garder ton calme au moment même où tous s'attendent à te voir exploser. Cet instant détermine si les autres te perçoivent comme une personne forte et fiable ou comme quelqu'un dominé par son impulsivité. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, tu dois apprendre à reconnaître les signaux de ton propre corps. Quand tu sens la colère monter, que ton cœur bat plus vite ou que ta voix tremble, c'est le signe qu'il faut t'arrêter. Respire profondément et rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Une technique utile consiste à baisser le ton de ta voix au lieu de l'élever. Lorsque tu parles plus lentement et plus doucement, tu obliges l'autre à t'écouter attentivement et tu transmets que tu n'es ni pressé ni anxieux. Ce calme devient un message silencieux de maîtrise. Un autre conseil pratique est de changer la façon dont tu interprètes la situation. Si quelqu'un te provoque, au lieu de le voir comme une attaque personnelle, considère-le comme une épreuve de ton self-control. Transforme la confrontation en entraînement. Chaque fois que tu réponds sans perdre ton calme, tu renforces ta capacité de leadership et tu bâtis un respect qui ne s'obtient pas avec des cris. Celui qui conserve sa dignité, même lorsqu'on tente de l'humilier, projette une assurance qu'il est impossible de feindre. La dignité se trouve aussi dans la manière de tes paroles. Tu n'as pas besoin d'insulter ni de dénigrer, il suffit d'être direct et clair. Si quelqu'un t'accuse injustement, réponds avec des faits, non avec des émotions. Si quelqu'un essaie de te manipuler par l'ironie, réponds par une phrase courte et ferme qui ferme la porte à son intention sans entrer dans son jeu. L'essentiel est que ta réponse montre clairement que tu n'es pas une personne qu'on peut entraîner à sa guise. Dans un cadre professionnel, par exemple, garder son calme te distingue des autres. Imagine une réunion où quelqu'un te contredit avec une mauvaise intention. Si tu élèves la voix, tu perds en crédibilité. Mais si tu gardes le contrôle, que tu regardes l'autre avec sérénité et que tu réponds avec des arguments solides, tous verront qui détient réellement l'autorité. Cette dignité dans ton attitude sera retenue bien plus que n'importe quel mot hautain. Il est également important de ne pas confondre calme et indifférence. Il ne s'agit pas de tout supporter sans rien dire, mais de répondre sans perdre ton équilibre. La différence réside dans le fait que ta réponse naît de la raison et non de l'émotion. Exerce-toi lors de conversations difficiles avec des proches. Si quelqu'un te reproche quelque chose sur un ton élevé, ne l'imite pas. Écoute, garde une voix ferme et réponds avec clarté.
Ce contraste met en évidence qui a réellement le contrôle de soi. En définitive, rester calme et répondre avec dignité, c'est montrer que rien d'extérieur ne détermine ta réaction. Ton pouvoir réside dans le fait que tu choisis comment répondre et que tu ne cèdes jamais cette décision à autrui. 3. Désarme avec des questions qui révèlent la vérité. Une lampe de poche dans l'obscurité n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer, elle éclaire simplement et expose ce qui était caché. C'est ainsi que fonctionnent les questions lorsque quelqu'un essaie de te manipuler ou de s'imposer sur toi. Au lieu de répondre avec colère ou de te justifier, il suffit de poser la bonne question et soudain, le scénario change. L'autre est obligé de se regarder à la lumière qu'il n'attendait pas. Il n'y a pas de défense plus puissante que de forcer quelqu'un à expliquer sa propre contradiction. Les discussions ont tendance à s'en mêler parce que les deux parties cherchent à avoir le dernier mot. L'un accuse, l'autre répond, et ainsi la tension monte sans contrôle. Mais lorsque tu décides de répondre par une question, tu brises ce cycle immédiatement. Tu n'entres pas dans le jeu de l'affrontement, mais tu transformes la conversation en un miroir où l'autre se voit lui-même. Et le plus intéressant, c'est que tu y parviens sans élever la voix, sans offenser, sans te rabaisser. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne ? Imagine que quelqu'un te lance un commentaire sarcastique pour te ridiculiser. La réponse commune serait de se défendre ou de contre-attaquer. Toi, en revanche, tu peux demander « Qu'essaies-tu d'obtenir avec ce commentaire ?» Soudain, le poids de la situation n'est plus sur toi, mais sur l'autre personne. C'est maintenant à lui de justifier ce qu'il a dit. Cette simple stratégie change le terrain de la conversation. Autre exemple, si quelqu'un remet en question tes décisions avec mépris, au lieu de te mettre en colère, tu peux demander « Que ferais-tu à ma place ?» Cette question l'oblige à réfléchir au lieu d'attaquer. Et même s'il ne te donne pas une réponse claire, tu as déjà accompli l'essentiel, briser son intention de te dévaloriser. L'autorité vient du fait de ne pas te laisser entraîner dans l'émotion, mais de diriger l'interaction vers la réflexion. Un conseil pratique est de préparer une liste mentale de questions qui révèlent des vérités sans sembler agressives. Certaines peuvent être « Pourquoi penses-tu que c'est juste ?» Qu'est-ce que le respect signifie pour toi dans cette situation ? De quelle manière cette attitude aide à résoudre le problème? Ces questions ne cherchent pas à humilier, mais à exposer. Et lorsque quelqu'un n'a pas d'argument solide, le silence qui suit ta question devient ta victoire. Il est également important le ton avec lequel tu poses les questions. Il ne doit pas sembler ironique ou moqueur, car dans ce cas tu perdrais la force de la stratégie. Ta voix doit être calme, voire curieuse, comme si tu voulais vraiment comprendre. Ce calme déconcerte quiconque s'attendait à une explosion de colère. En n'obtenant pas la réaction qu'il cherchait, son pouvoir disparaît et il est pris au piège de l'obligation d'expliquer. Lorsqu'un ami, un partenaire ou un membre de la famille essaie de te manipuler avec de la culpabilité ou des reproches, tu n'as pas besoin d'entrer dans un cercle interminable de justifications. Il suffit de demander « Qu'attends-tu exactement de moi ?» Cette simple phrase oblige à la clarté et met fin au jeu émotionnel. Ce qui semblait être une attaque émotionnelle devient une conversation avec des limites. Le plus puissant de cette attitude est que tu ne désarmes pas seulement l'autre, mais que tu projettes de l'intelligence et de l'autocontrôle. Tu ne tombes pas dans le rôle de victime, ni dans celui d'agresseur. Tu restes au centre, avec le calme de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Et cette image reste gravée dans l'esprit des autres, celle de quelqu'un qui répond avec de la lumière au lieu du bruit. En fin de compte, désarmer avec des questions qui révèlent la vérité signifie utiliser la clarté comme ta plus grande défense. Tu ne gagnes pas le respect en criant plus fort, mais en montrant que tu es capable d'exposer ce qui est caché avec peu de mots. 4. Trace des limites claires et maintiens-les sans explication. Un mur n'a pas besoin de panneaux pour annoncer qu'il ne peut pas être franchi. Sa seule présence le rend clair. Il ne discute pas, il ne justifie pas, il n'essaie pas de convaincre. Il est simplement là et quiconque s'approche comprend le message. Ainsi doivent être tes limites.
fermes, visibles et maintenues avec cohérence, sans avoir besoin de les embellir avec de longues explications. Quand tu commences à justifier chaque décision, tu laisses de l'espace pour que d'autres remettent en question ton autorité et peu à peu, tu perds du terrain dans ta propre vie. Les personnes qui inspirent le plus de respect ne sont pas celles qui parlent beaucoup de ce qu'elles tolèrent ou ne tolèrent pas, mais celles qui agissent avec clarté. Si tu décides que tu n'accepteras pas un manque de respect, ta réaction cohérente à ce moment-là en dit plus que 100 avertissements. L'erreur commune est de tomber dans le piège d'expliquer trop, d'essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi tu poses une limite. La vérité est que tout le monde ne veut pas te comprendre. Certains veulent juste négocier ta dignité. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? Commence par définir en toi ce qui est non négociable. Cela peut être ton temps, ta tranquillité, ton espace personnel ou la façon dont tu t'adresses aux autres. Une fois que tu as clairement défini ce terrain, chaque fois que quelqu'un essaie de l'envahir, réponds par des actions simples et fermes. Par exemple, si quelqu'un insiste pour te parler avec sarcasme, tu n'as pas besoin de faire un discours. Il suffit de marquer une distance et de ne pas nourrir cette interaction. Avec le temps, la personne comprend que cette attitude ne fonctionne pas avec toi. Un conseil pratique est d'apprendre à dire non sans l'accompagner d'excuses. Si tu ne veux pas assister à un engagement, dis-le fermement et c'est tout. Tu n'as pas à détailler tes raisons ni à convaincre quiconque que tes priorités sont valables. Chaque justification supplémentaire est une invitation à ce que les autres essaient de te faire plier. Un non ferme et serein suffit. Cette simplicité communique le respect, car elle montre clairement que tu sais ce que tu veux et que tu ne cherches pas l'approbation. Il est également important de se rappeler qu'une limite ne s'annonce pas, elle se maintient. Tu peux dire de nombreuses fois que tu ne toléreras pas certains comportements, mais si à la fin tu cèdes, ce que tu transmets est la faiblesse. Le respect se construit lorsque ta parole est alignée avec tes actions. Si quelqu'un franchit ta limite et que tu le permets, tu envoies le message que tes règles sont négociables. C'est pourquoi la clé est d'agir de manière cohérente, sans avoir besoin d'explications interminables. Dans le milieu professionnel, tracer des limites peut signifier ne pas permettre que ton temps soit abusé. Si ton patron ou tes collègues essaient de te charger de tâches qui ne te reviennent pas, au lieu de te justifier avec 1000 excuses, il suffit de répondre « Ce n'est pas possible pour moi en ce moment ». C'est une réponse directe, polie et claire qui laisse peu de place à la pression. Le respect naît de la clarté, pas de la justification. Dans les relations personnelles, établir des limites claires est également vital. Si quelqu'un de proche recourt à la manipulation émotionnelle pour te faire faire quelque chose que tu ne veux pas, l'erreur serait de te lancer dans de longues discussions pour qu'il comprenne ton point de vue. Une meilleure stratégie est de rester ferme dans ta décision, même si l'autre ne l'approuve pas. Cette cohérence montre que ta dignité ne dépend pas de convaincre qui que ce soit. En fin de compte, tracer des limites claires et les maintenir sans explication est l'une des façons les plus puissantes d'imposer le respect. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te justifier, il suffit d'agir avec cohérence. La limite n'est pas seulement une barrière pour les autres, c'est un rappel pour toi-même de ce que tu vaux et de ce que tu ne permettras jamais. 5. Démontre ta valeur sans avoir besoin de la dire. Le feu n'annonce pas qu'il brûle, il le fait simplement. Sa chaleur parle plus fort que n'importe quel avertissement. Il en va de même pour les personnes qui connaissent leur valeur. Elles ne cherchent pas à la proclamer. Elles n'ont pas besoin de la répéter à chaque conversation, car la cohérence de leurs actions crie plus fort que leurs paroles. La paradoxe est que ceux qui essaient constamment de convaincre le monde de leur importance sont ceux qui en manquent le plus, tandis que ceux qui vivent en silence, fermes dans leur caractère, finissent par imposer le respect sans le demander. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'impressionner avec des discours vides. Ils se disent loyaux, forts ou disciplinés, mais dans la pratique, ils échouent dans le plus simple. La vérité est que lorsque tu dois annoncer qui tu es, ta crédibilité s'use déjà. Il n'est pas nécessaire de répéter que tu es digne de confiance si ta parole est respectée.
Il n'est pas nécessaire de déclarer que tu es courageux si, lorsque la difficulté survient, tu gardes le contrôle. Ta véritable valeur ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans de petits détails qui, à la longue, construisent une image solide. Être ponctuel montre le respect. Tenir ses engagements révèle la discipline. Traiter avec courtoisie sans perdre de fermeté transmet du caractère. Chaque geste parle pour toi. La clé est de comprendre que le respect ne se demande pas. Il se provoque avec constance et authenticité. Une façon pratique d'appliquer cette leçon est de laisser le temps être ton garant. N'importe qui peut feindre la force pendant quelques jours, mais seule la cohérence au fil des mois et des années démontre une véritable grandeur. Travaille en silence, atteins tes objectifs sans avoir besoin d'applaudissements, reste fidèle à tes principes dans n'importe quel environnement. Cette constance construit une réputation impossible à acheter avec des mots. Un autre point important est d'apprendre à lâcher le besoin de reconnaissance. Vouloir que tout le monde te valide ne fait que te rendre esclave de leurs opinions. Ta valeur ne dépend pas d'un applaudissement, elle dépend de ta capacité à rester intègre lorsque personne n'applaudit. Fais ce qui est juste même si personne ne le remarque, car au final, le respect authentique naît de cette sécurité intérieure. Lorsque tu vis ainsi, tu projettes une force silencieuse qui impose sans avoir besoin de s'imposer. Dans le monde du travail, cette attitude est encore plus évidente. Il n'est pas nécessaire de répéter combien tu apportes, tes résultats parlent pour toi. Lorsque tu travailles avec excellence et sérénité, lorsque tu gardes ton calme sous la pression, les gens reconnaissent ton leadership même sans le nommer. En revanche, ceux qui se vantent de leur mérite mais ne les soutiennent pas par des faits finissent par perdre leur autorité. Il en va de même dans les relations personnelles. La personne qui ne se vante pas de ce qu'elle fait, mais vit avec dignité et cohérence, inspire confiance. Cette assurance sans parole génère un respect plus profond que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ta présence la reflète chaque fois que tu choisis d'agir avec intégrité. Pour le pratiquer chaque jour, concentre-toi sur la congruence. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu promets du respect, valorise-le à chaque interaction. Si tu parles de discipline, qu'elle se voit dans ta routine. Peu à peu, les autres comprendront que ton caractère ne repose pas sur des phrases, mais sur des faits. En conclusion, démontrer ta valeur sans avoir besoin de la dire, c'est vivre de telle manière que ton essence s'impose d'elle-même. Tes actes deviennent le témoignage le plus fort, ta cohérence la meilleure défense et ta constance le fondement du respect que tu inspires. Parce qu'au final, celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de l'annoncer, sa vie entière le démontre. 6. Utilisez l'humour pour désamorcer la tension. La corde la plus tendue peut se rompre avec une vibration inattendue et l'humour agit exactement de cette manière au milieu d'un conflit. C'est comme une étincelle légère qui coupe la rigidité de l'atmosphère, transformant un moment de tension en un moment gérable. Il ne s'agit pas de rire de tout ni de banaliser ce qui est sérieux, mais d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour transformer une confrontation en une scène où votre sérénité est mise en évidence. Celui qui sait utiliser l'humour au bon moment non seulement protège son calme, mais impose également le respect, car il démontre qu'aucune situation n'est capable de lui voler son contrôle. L'erreur commune est de penser que l'humour est de la frivolité. Beaucoup croient que sourire ou répondre avec esprit au milieu d'une situation difficile est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour ne pas se laisser emporter par la colère et répondre avec légèreté que pour crier. L'humour bien utilisé n'est pas une évasion, c'est une stratégie. Une façon de dire au monde que vous êtes si sûr de vous que rien ne peut ébranler votre morale. Comment cela s'applique-t-il dans la vie de tous les jours? Commencez par identifier les moments où la tension est sur le point d'exploser. Une dispute au travail, une critique malveillante, un commentaire sarcastique. Au lieu de réagir avec offense, vous pouvez lâcher une réponse brève et humoristique qui désarme la situation.
Par exemple, si quelqu'un vous accuse de quelque chose d'exagéré, vous pourriez répondre calmement et avec une légère ironie « Eh bien, je ne savais pas que j'avais autant de pouvoir ». Cette petite dose d'humour rompt le cycle d'attaque et de défense. Un autre conseil pratique est d'utiliser l'humour comme un pont, pas comme une arme. Il ne s'agit pas de ridiculiser l'autre, car cela ne ferait qu'alimenter le conflit. La clé est de rediriger l'énergie vers un terrain neutre. Supposons que lors d'une réunion, quelqu'un essaie de vous mettre sous pression de manière agressive. Une réponse spirituelle comme « Calme-toi, nous ne sommes pas encore sur un ring de boxe » peut adoucir l'atmosphère et montrer que vous ne perdez pas votre contenance. Le rire, même léger, réduit l'hostilité. Il est également important d'apprendre à utiliser l'humour avec soi-même. La capacité de rire de ses propres erreurs génère du respect car elle démontre la maturité. Si vous faites une erreur et que quelqu'un essaie de l'utiliser contre vous, une réponse autocritique comme « Tu as raison, je suis humain, quelle déception » neutralise l'attaque instantanément. Celui qui ne se laisse pas humilier parce qu'il rit de lui-même devient intouchable. Cette attitude montre la force et empêche les autres de chercher à vous blesser à cause de vos faiblesses. L'humour a également un effet psychologique sur les autres. Lorsque vous réussissez à faire sourire quelqu'un au milieu d'une atmosphère tendue, vous créez un terrain commun où la confrontation perd de sa force. Les gens ont tendance à respecter davantage ce qui apporte calme et légèreté dans les moments difficiles. Cette compétence fait de vous un leader naturel, car tout le monde préfère suivre celui qui transforme la tension en clarté. Pour entraîner cette attitude, observez attentivement votre environnement et pratiquez des réponses spirituelles sans agressivité. Il ne s'agit pas de mémoriser des blagues, mais d'apprendre à voir l'angle léger de chaque situation. Avec le temps, votre esprit s'habitue à trouver des solutions intelligentes plutôt que de se laisser emporter par la colère. Cet entraînement transforme l'humour en un réflexe automatique qui protège votre calme. En fin de compte, utiliser l'humour pour désamorcer la tension, c'est montrer que vous avez un contrôle interne qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est choisir un sourire serein plutôt qu'un cri impulsif, un mot spirituel plutôt qu'une insulte. 7. Apprenez à conclure les conversations avec fermeté. Une porte entrouverte invite toujours quelqu'un à essayer d'entrer, même s'il n'en a pas le droit. Il en va de même pour les conversations que vous ne savez pas conclure. Vous laissez un espace ouvert pour que la manipulation, la critique ou le manque de respect continuent à s'infiltrer dans votre vie. Apprendre à conclure un dialogue avec fermeté n'est pas de la grossièreté, c'est de la protection. C'est l'acte conscient de dire « Jusqu'ici nous sommes arrivés », sans crier, sans trop expliquer, mais avec la certitude que votre temps et votre énergie ne sont pas un terrain libre pour n'importe qui. L'erreur commune est de croire que prolonger une conversation compliquée aide à la résoudre. Beaucoup de personnes, par désir de bien faire, permettent que des discussions inutiles, des débats sans issue ou des reproches interminables se prolongent. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'épuiser et donner plus de pouvoir à celui qui cherche à contrôler l'échange. Le respect naît lorsque l'autre personne comprend qu'avec vous, il n'y a pas de place pour les détours, ni pour les complications inutiles. Et cette leçon s'enseigne en concluant le dialogue au moment opportun. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? La première clé est de détecter quand une conversation n'a plus de but. Si quelqu'un répète le même reproche encore et encore, si la discussion tourne en rond, si les mots ne cherchent plus à comprendre mais à imposer, c'est le moment de dire « stop ». Au lieu de continuer à vous justifier, vous pouvez utiliser des phrases simples et fermes comme « j'ai déjà répondu à cela, je ne vais pas continuer à le répéter » ou « cette conversation n'avance pas, je préfère la laisser ici ». Vous n'avez pas besoin de crier. Le ton serein, mais décidé, communique plus que n'importe quel mot chargé d'émotion. Un conseil pratique est de préparer des réponses de clôture qui vous aident à couper court. Certaines phrases utiles sont « Je comprends ton point de vue, mais j'ai déjà pris ma décision. Je ne suis pas disposé à continuer sur ce ton. Si tu veux, nous en parlerons à un autre moment, pas maintenant. »
Ces expressions transmettent de la clarté et ferment la porte à la manipulation sans laisser de place à de nouvelles justifications. L'essentiel est de ne pas tomber dans le piège d'expliquer trop, car chaque explication ouvre une autre porte pour que l'autre essaye de vous mettre la pression. Dans les situations de travail, savoir conclure les conversations peut vous éviter des conflits inutiles. Imaginez qu'un collègue insiste pour discuter d'un sujet qui a déjà été résolu. Si vous continuez à débattre, vous perdrez du temps et de l'énergie. Mais si vous répondez calmement, le sujet est déjà défini, je n'ai rien de plus à ajouter. Vous établissez une limite claire. Cette fermeté n'impose pas seulement le respect, elle montre aussi du professionnalisme. Celui qui sait conclure les dialogues transmet du leadership. Personnellement, conclure les conversations avec fermeté protège également votre équilibre. Il y a des personnes qui cherchent à vous épuiser émotionnellement, qui prolongent les discussions pour que vous finissiez par céder par fatigue. Lorsque vous apprenez à dire « je ne parlerai plus de cela » et que vous tenez parole, vous brisez le cycle. Au début, cela peut déranger l'autre, mais avec le temps, il apprendra qu'avec vous, le jeu de prolonger l'inutile ne fonctionne pas. En définitive, apprendre à conclure les conversations avec fermeté est un acte de respect envers soi-même. Cela signifie valoriser votre énergie et ne pas laisser les autres la gaspiller dans des dialogues inutiles. C'est la façon de dire au monde que votre temps est précieux, que votre attention ne se gaspille pas et que votre paix intérieure n'est pas négociable. Celui qui maîtrise cet art projette une autorité naturelle, car il démontre qu'il n'a pas besoin de prolonger quoi que ce soit pour être écouté. 8. Fais en sorte que ta seule présence impose le respect. Un phare ne poursuit pas les bateaux, il ne crie pas sa lumière, ni ne supplie qu'on le regarde. Il reste simplement ferme sur la côte, et sa seule présence guide et protège. Ta présence dans la vie doit être ainsi. Une énergie si claire et solide que les autres l'aperçoivent sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Le respect le plus puissant ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu transmets en entrant dans une pièce. De ta façon de marcher, de la façon dont tu soutiens le regard et de la façon dont ton calme remplit l'espace sans effort. Beaucoup de gens pensent que le respect se gagne par des discours interminables ou par des démonstrations de force. Cependant, ce qui frappe le plus, c'est la cohérence silencieuse. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix ou d'imposer la tension, car l'autorité réelle se projette avec la sécurité de celui qui ne cherche pas l'approbation. Ta posture, ton ton de voix, ta façon d'écouter, même ta façon d'être en silence, sont des signaux qui communiquent plus que n'importe quelle phrase. La différence entre quelqu'un qui inspire le respect et quelqu'un qui le demande est que le premier le provoque sans effort, tandis que le second le poursuit sans l'atteindre. Comment construit-on une présence qui impose le respect? Commence par la discipline personnelle. Le corps parle avant la bouche, et si tu ne prends pas soin de ta posture, de ton expression et de ta façon de bouger, tu auras du mal à projeter la sécurité. Marche droit, avec une démarche ferme mais sereine. Ne baisse pas les yeux et ne bouge pas avec anxiété, car ces gestes envoient des messages d'insécurité. Maintiens le contact visuel, sans agressivité, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher ni à craindre. Cette simple attitude a un impact immédiat sur la façon dont les autres te perçoivent. Un autre aspect clé est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les gens respectent ceux qui tiennent leurs promesses et restent fermes dans leurs principes. Si ta présence inspire confiance, mais que tes actes te contredisent, tu perdras tôt ou tard ta crédibilité. En revanche, lorsque tes paroles et tes actions vont de pair, ta seule image inspire l'autorité. C'est cette cohérence qui fait que les autres te prennent au sérieux, même avant que tu ne parles. Dans les situations quotidiennes, la présence ferme se remarque dans les petits détails. Lorsque tu entres dans une pièce et que tu salues calmement, lorsque tu écoutes sans interrompre, lorsque tu ne te laisses pas emporter même si l'atmosphère est tendue, les autres sentent qu'il y a une énergie différente avec toi. Tu n'as pas besoin de te vanter ni de prouver quoi que ce soit, car ton attitude fait déjà la différence.
C'est un respect qui ne se mendie pas, il est provoqué par l'authenticité. Un conseil pratique est de travailler sur ton silence conscient. Apprends à être présent sans avoir besoin de remplir les espaces avec des mots inutiles. Le silence, lorsqu'il est accompagné de fermeté, transmet plus qu'un discours entier. Les gens respectent celui qui sait se taire sans paraître mal à l'aise, car cela reflète une maîtrise de soi. Pratique de rester calme au milieu du bruit, et tu verras comment ta seule présence commence à changer l'atmosphère. Tu dois également te rappeler que imposer le respect ne signifie pas générer la peur. L'autorité authentique ne naît pas de la peur, mais de l'admiration silencieuse que suscite ton équilibre. Celui qui se sent sûr de lui n'a pas besoin d'écraser personne, il suffit de rester ferme dans son essence. Cette sécurité est contagieuse et établit un ordre naturel autour de toi. En fin de compte, faire en sorte que ta seule présence impose le respect n'est pas une question de force externe, mais de maîtrise interne. C'est la somme de ta posture, de ton silence, de ta cohérence et de ta sérénité qui fait que les autres te reconnaissent comme quelqu'un de réellement important. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Marcher avec des chaînes invisibles est la façon la plus courante de vivre dans ce monde. Elles ne sont pas en fer, mais elles pèsent autant. Des souvenirs que tu ne lâches pas, des excuses que tu répètes, des personnages faux que tu as inventés pour plaire. Et pendant que tu portes tout cela, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, pourquoi ta vie semble coincée au même point. La réponse est simple et brutale. Parce que tu continues à tenir ce que tu aurais dû laisser derrière toi depuis longtemps. Ce chemin dont je vais te parler n'est pas confortable, et c'est précisément pour cela qu'il en vaut la peine. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'accumulation de pouvoir, ni dans la prétention de sécurité, mais dans la libération silencieuse de tout ce qui te draine, de ce qui épuise ton énergie et te vole ton authenticité. Ici, il n'y a pas de promesses faciles, ni de belles phrases pour te motiver. Il y a la réalité. Si tu ne lâches pas, tu coules. Si tu n'agis pas aujourd'hui, demain sera la même prison. Chaque leçon que nous allons parcourir est un coup direct contre ce qui te retient. Il ne s'agit pas de parler de changement, mais de les pratiquer, d'arracher à la racine ce qui n'appartient plus à ta vie. La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête personnelle qui exige de la discipline et un courage que peu sont prêts à démontrer. Tu décides si tu continues à traîner les chaînes ou si tu commences, dès maintenant, à les briser une par une jusqu'à les éliminer. 1. Élimine le personnage faux. Un miroir brisé peut te montrer 1000 fragments de ton visage, mais aucun n'est réel, aucun n'est complet. C'est ainsi lorsque tu vis en interprétant un personnage faux, une version fabriquée pour s'intégrer, pour plaire, pour éviter que les autres te jugent. Tu deviens des reflets dispersés qui te confondent même, et un jour, tu te réveilles sans savoir qui tu es vraiment. Ce déguisement peut te donner l'illusion d'acceptation, mais en réalité, il te vole ton authenticité et t'épuise à chaque geste répété. Personne ne respecte celui qui vit en prétendant, même toi, tu ne peux pas te respecter quand tu agis comme quelqu'un que tu n'es pas. Le stoïcisme nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans le fait de répondre aux attentes des autres, mais dans le fait de maintenir fermement ton essence, même quand elle ne correspond pas au regard des autres. Faire semblant d'être sûr de soi, faire semblant d'être bon, faire semblant d'être fort, ne fait que t'entraîner dans une prison que tu as construite de tes propres mains. Ce masque que tu mets pour te protéger finit par étouffer ta liberté. Comment éliminer ce personnage faux? D'abord, en reconnaissant qu'il existe. Demande-toi combien de fois tu agis différemment devant les autres par peur du rejet. Si la réponse est « très souvent », alors le masque te gouverne. Le conseil est clair, arrête-toi et observe.
Avant de parler, avant d'agir, demande-toi si tu le fais parce que tu le sens vraiment ou parce que tu veux plaire. Cette simple pause peut devenir la première fissure qui brise le déguisement. Deuxièmement, ose déranger. Arrête de dire oui quand tu veux vraiment dire non. Ne te justifie pas pour ce que tu ressens. Ne modère pas tes opinions pour que les autres se sentent à l'aise. L'authenticité dérange, et c'est bien ainsi, car le faux peut plaire à beaucoup, mais l'authentique inspire le respect de ceux qui comptent vraiment. Le courage d'être toi-même ne se mesure pas en applaudissements, il se mesure dans la tranquillité de te coucher en sachant que tu n'as pas trahi ta vérité. Troisièmement, pratique le silence conscient. Le personnage faux a tendance à parler trop pour maintenir l'illusion, pour embellir avec des mots ce qui n'a pas de racine. Apprends à te taire quand ce qui naît en toi n'est pas authentique. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir un rôle qui ne te correspond pas, tu renforces ta vraie voix. Quatrièmement, entoure-toi d'environnements où tu n'as pas besoin de prétendre. Le masque pèse plus lorsque tu vis entouré de personnes qui ne te valorisent que pour la façade. Si tu ne peux pas être toi-même dans un lieu, ce lieu n'est pas pour toi. Et si c'est par obligation, garde une distance émotionnelle. Ne donne pas ton essence à ceux qui ne savent recevoir que des déguisements. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé, il cherche à être libre. Cette liberté naît lorsque tu te regardes sans fioriture et dis « c'est ce que je suis », avec des vertus et des erreurs, mais je suis réel. Le personnage faux ne te protège pas, il te trahit. Chaque jour que tu le soutiens, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Si tu veux transformer ta vie, commence par arracher ce masque avec la même force que tu arracherais une racine pourrie du sol. C'est douloureux, oui, mais c'est la seule façon de grandir fort et en paix. La prochaine fois que tu te retrouves à agir comme quelqu'un que tu n'es pas, souviens-toi, un miroir brisé ne montrera jamais ton vrai visage, et vivre fragmenté n'est pas vivre, c'est juste prétendre exister. Choisis d'être complet, même si cela signifie être inconfortable. Le plus grand respect est celui que tu te donnes à toi-même lorsque tu décides de ne plus jouer un rôle qui n'a jamais été le tien. 2. Agisse aujourd'hui, pas demain. Une horloge sans aiguille indique toujours la même heure, mais elle ne sert à rien car elle n'avance jamais. C'est ainsi que tu vis lorsque tu remets à plus tard ce que tu sais que tu dois faire, pris dans l'illusion que demain sera meilleur. Le problème est que demain n'arrive jamais, et chaque fois que tu retardes tes décisions, ta force s'affaiblit un peu plus. Remettre à plus tard n'est pas se reposer, c'est céder du terrain à l'inertie. C'est permettre à ta vie de s'arrêter pendant que le monde continue d'avancer sans toi. Le stoïcisme nous rappelle que le seul temps que nous possédons vraiment est le présent. L'avenir n'est pas garanti et le passé ne peut être changé. Agir aujourd'hui, c'est assumer le pouvoir que tu as entre tes mains. C'est décider que ta vie ne sera pas gouvernée par des excuses ou des peurs. Chaque action que tu remets à plus tard devient une dette envers toi-même, et les dettes émotionnelles sont toujours payées avec de l'anxiété et du regret. Comment rompre avec cette habitude destructrice? D'abord, arrête d'attendre de ressentir de la motivation. La motivation est instable, elle vient et part comme le vent. Si tu l'attends, tu ne feras jamais rien. Ce dont tu as besoin n'est pas de la motivation, mais de la discipline. Établis des tâches claires pour la journée et accomplis-les sans négocier avec toi-même. Cela peut être une petite action, mais fais-la aujourd'hui. Ce mouvement minimal est l'étincelle qui allume le feu de la constance. Deuxièmement, affronte le piège du « quand j'aurai le temps ». Le temps ne se trouve pas, il se crée. Si quelque chose est important pour toi, cela doit être dans ta journée, pas dans une liste interminable de choses à faire. Planifie tes priorités et protège-les comme si elles étaient des engagements inébranlables. Un jour sans priorité est un jour donné au néant. Troisièmement, comprends qu'agir aujourd'hui ne signifie pas tout faire d'un coup. Souvent, tu remets à plus tard parce que l'objectif semble trop grand. Divise l'action en étapes réalisables et commence par la première. Tu n'as pas à résoudre toute ta vie en un instant, tu as juste besoin de faire un pas de plus que celui que tu as fait hier. Le progrès est cumulatif et quand tu le comprends, le poids de l'action devient plus léger.
Quatrièmement, élimine les distractions qui déguisent la procrastination en productivité. Vérifier les emails, faire défiler sans fin les réseaux sociaux ou organiser sans exécuter sont des façons élégantes de perdre du temps. Avant de commencer ta journée, demande-toi quelle action, une seule, changerait ta journée si tu la réalisais. Fais-la en premier et le reste peut attendre. Cinquièmement, accepte que demain est une illusion mentale. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui va se passer, mais tu en as sur ce que tu fais maintenant. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain », remplace-le par « aujourd'hui je fais un pas, même petit ». Ce remplacement change la mentalité de victime à protagoniste. Le stoïcien ne se divertit pas avec des promesses vides. Il agit. Il ne s'assoit pas pour attendre un meilleur moment, il crée le moment avec des décisions fermes. Il comprend que la vie se construit dans des silences pleins d'action, pas dans des paroles pleines d'excuses. La prochaine fois que ton esprit te murmure « fais-le plus tard », réponds par des actes, pas par des pensées. Fais-le maintenant, même si c'est imparfait, même si c'est inconfortable, parce que l'horloge de ta vie n'attend pas. Chaque seconde qui passe sans action est une seconde perdue qui ne reviendra pas. Et à la fin, tu ne te souviendras pas de ce que tu as prévu, tu te souviendras de ce que tu as eu le courage de faire. Agir aujourd'hui n'est pas une option, c'est la seule façon de ne pas devenir un spectateur de ta propre existence. 3. Lâche le poids du passé. Les empreintes dans le sable disparaissent avec la marée, mais celles que tu gardes dans ton esprit semblent être gravées dans la pierre. Tu portes des souvenirs comme s'ils étaient des chaînes, tu répètes des scènes anciennes comme si elles avaient encore du pouvoir sur toi, et tu laisses ce qui est déjà passé gouverner ce que tu vis maintenant. Le passé n'existe plus au-delà de ta mémoire, mais si tu ne le lâches pas, tu le transformes en un ennemi silencieux qui t'empêche d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu possèdes est le présent. Pourtant, beaucoup préfèrent traîner des culpabilités, des trahisons, des erreurs et des douleurs qui n'ont plus de remède. C'est comme boire du poison tous les jours en espérant que le temps le neutralise. La réalité est que tant que tu t'accroches à ce qui n'est plus, tu abandonnes ce qui pourrait grandir devant toi. Comment laisser derrière soi ce fardeau? D'abord, distingue entre apprendre et revivre. Apprendre signifie extraire la leçon et lâcher la blessure. Revivre signifie l'ouvrir encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'infecte. Si un souvenir revient constamment, ne le nourris pas avec des questions comme « qu'est-ce qui serait arrivé si ?» Remplace-le par « qu'est-ce que j'ai appris de cela que je peux appliquer aujourd'hui ?» L'apprentissage libère, la répétition asservit. Deuxième, pardonne sans besoin de réconciliation. Pardonner n'est pas absoudre ni justifier ce qu'on t'a fait, c'est libérer ton esprit de l'encre qui te retient. Souvent, tu attends que l'autre personne change pour pouvoir lâcher, et c'est l'erreur. Le pardon est un acte solitaire, c'est une décision de cesser de porter ce qui ne te concerne pas. Troisième, pratique le détachement conscient. Garde seulement ce qui te nourrit et laisse partir ce qui te détruit. Si tu as des objets, des messages ou des souvenirs physiques qui ravivent constamment une blessure, éloigne-les de ta vie. Tu n'as pas besoin de rappel de ce qui t'a blessé, tu as besoin d'espace pour ce qui peut te renforcer. Quatrième, change ta narration interne. Si tu te racontes toujours la même histoire avec la même fin, ton esprit vivra piégé en elle. Réécris ton récit. Reconnais que ce qui s'est passé n'était pas la fin de ta vie, mais un chapitre qui t'a amené jusqu'ici. Le passé n'a pas de pouvoir, au-delà de celui que tu lui accordes dans ton dialogue interne. Cinquième, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actes d'aujourd'hui. Chaque fois que ton esprit revient à ce qui a été, réponds-lui par l'action. Fais de l'exercice, étudie, travaille sur ton projet, parle à quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Le présent se renforce par des actes, pas par des souvenirs. Le stoïcien comprend que le passé est un maître, pas un maître. Apprends ce qu'il a à t'enseigner et ensuite laisse-le partir. Si tu le gardes vivant plus que nécessaire, il te consume comme un feu qui ne s'éteint jamais. Le poids du passé ne disparaît pas seul. Il se lâche avec discipline et avec le courage d'accepter qu'il ne peut plus être changé.
Chaque jour où tu décides de regarder vers l'avant est un coup contre ces chaînes invisibles. Tu n'es pas tes erreurs ni tes blessures, tu es la force que tu choisis de construire aujourd'hui. Choisis de marcher léger, car le chemin vers ta transformation n'a pas besoin de vieilles pierres, il a besoin de pas fermes. 4. Briser la dépendance émotionnelle. Les marionnettes bougent avec des fils invisibles qu'elles ne contrôlent pas. Chaque mouvement dépend de la main qui les manipule. C'est ainsi que vit celui qui donne ses émotions à d'autres, attendant l'approbation, l'affection ou la reconnaissance pour se sentir en paix. Lorsque ta stabilité dépend de ce que quelqu'un dit ou ne fait pas, tu deviens un esclave émotionnel, et l'esclavage ne sera jamais compatible avec la liberté intérieure que tu cherches. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le gouvernement de ton monde intérieur, non pas dans l'attente que d'autres le soutiennent. Mais la dépendance émotionnelle a tendance à se déguiser en amour, en soin, en proximité. Tu penses que tu as besoin de cette personne pour être complet, alors qu'en réalité, ce que tu fais est de renoncer à ton autonomie. Le prix est élevé. Anxiété constante, peur de l'abandon et sentiment de vide chaque fois que tu ne reçois pas l'attention que tu espérais. Comment rompre cette chaîne invisible? La première étape est de la reconnaître. Demande-toi honnêtement si ta paix dépend des réactions des autres. Si un silence te blesse plus que la normale, si un geste ou un message absent suffit à détruire ton moral, il y a dépendance. L'identifier est déjà un acte de courage, car il révèle la vérité. Tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. La deuxième étape est de travailler sur l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas te fermer à l'affection ou vivre en isolement, mais apprendre à maintenir ton équilibre sans que quelqu'un d'autre ne le garantisse. Cela se pratique par de petites actions quotidiennes. Consacre du temps à des activités que tu apprécies seul. Établis des objectifs personnels qui ne nécessitent pas de validation externe. Et rappelle-toi constamment que ta valeur ne se mesure pas à l'attention que tu reçois, mais à la fermeté avec laquelle tu marches sur ton propre chemin. La troisième étape est d'établir des limites claires. La dépendance naît lorsque tu permets à d'autres de définir ton état émotionnel sans résistance. Apprends à dire non quand quelque chose va à l'encontre de ta paix, et fais-le sans craindre de perdre des liens. Si une relation ne survit qu'au détriment de ta liberté émotionnelle, ce n'est pas une relation saine, c'est un contrat de soumission déguisé en affection. La quatrième étape est de renforcer ton dialogue interne. Le dépendant a tendance à se répéter des phrases comme « sans cette personne je ne peux pas » ou « j'ai besoin qu'elle m'aime pour aller bien ». Ces affirmations sont des chaînes que tu renforces toi-même. Remplace-les par des pensées qui te rendent autonome. Ma paix dépend de moi. Ma valeur n'est pas entre les mains d'autrui. Changer le discours interne n'élimine pas l'attachement immédiatement, mais ouvre un espace pour construire une nouvelle réalité. La cinquième étape est d'accepter la peur de la solitude. Une grande partie de la dépendance naît de la terreur d'être seul, mais la solitude n'est pas une ennemie, c'est une enseignante. Passer du temps avec toi-même sans distraction t'oblige à te connaître, à comprendre tes vides et à les combler avec ta propre force. Celui qui apprend à être bien avec lui-même ne redevient jamais l'otage de personne. Le stoïcien comprend que les émotions font partie de la vie, mais ne sont pas son tyran. Il sait que aimer n'est pas se perdre dans l'autre, mais partager à partir de l'abondance de ce que l'on est déjà. Lorsque tu brises la dépendance émotionnelle, tu ne deviens pas froid ni distant, tu deviens libre. Et à partir de cette liberté, tu peux choisir d'aimer avec plus de pureté, parce que tu n'aimes plus par besoin, mais par décision. Rompre cette chaîne n'est pas facile, car parfois elle est confondue avec des liens profonds. Mais la différence est claire. Un lien sain te donne des ailes, la dépendance te lie. Tu décides si tu veux être une marionnette de fils invisibles ou le maître de ton propre équilibre. 5. Libère-toi de l'anxiété. L'anxiété est comme un voleur qui n'entre jamais par la porte principale, mais qui se cache dans des coins sombres et se nourrit de tes pensées les plus faibles. Elle te vole ta tranquillité avant même que quelque chose ne se produise, te convainc que le pire est à venir et transforme ton esprit en un champ de bataille où tu perds toujours sans que la guerre n'ait commencé.
L'ironie est que la plupart des peurs qui alimentent l'anxiété ne se produisent jamais, mais tu les vis comme si elles étaient réelles, t'épuisant jour après jour. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, et l'anxiété naît précisément du contraire. Essayer de gouverner ce qui est hors de ta portée. Lorsque ton énergie est consommée à anticiper des scénarios qui n'existent même pas, tu livres ta vie à l'incertitude et tu perds la seule chose sûre que tu as, le présent. Comment te libérer de ce piège invisible? Premièrement, apprends à identifier le moment exact où ton esprit s'emballe. L'anxiété ne surgit pas d'un coup, elle s'infiltre avec des pensées comme « et si je ne peux pas? Et si j'échoue? Et si on me rejette ?» Dès que tu remarques cette chaîne de suppositions, fais une pause et demande-toi « cela se passe-t-il maintenant ou seulement dans ma tête ?» La réponse est généralement que c'est une fantaisie. Le reconnaître est la première défense. Deuxièmement, pratique la technique stoïcienne de séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Fais une liste mentale. D'un côté, ce que tu peux contrôler, comme tes décisions et actions, de l'autre, ce que tu ne peux pas, comme l'opinion des autres ou le résultat final. Consacre de l'énergie uniquement à la première liste et résiste à la tentation de t'épuiser sur ce que tu ne pourras jamais gérer. Cette simple division ramène la clarté et la tranquillité. Troisièmement, renforce ton corps pour apaiser ton esprit. L'anxiété n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique. Elle s'accumule dans la poitrine, dans la respiration accélérée, dans l'insomnie. C'est pourquoi il est vital de bouger le corps, marcher, faire de l'exercice, respirer profondément. La discipline physique n'élimine pas les problèmes, mais elle coupe le cercle vicieux de la tension et libère de l'espace pour que l'esprit puisse penser clairement. Quatrièmement, réduis le bruit qui alimente l'anxiété. Les nouvelles alarmistes, les conversations toxiques et l'excès de réseaux sociaux agissent comme de l'essence pour tes inquiétudes. Choisis soigneusement ce que tu consommes, car tout ce qui entre par tes yeux et tes oreilles finit par affecter ta paix. Tu ne peux pas demander à ton esprit d'être calme si tu le nourris de chaos toute la journée. Cinquièmement, apprends à accepter l'incertitude comme partie de la vie. L'anxieux cherche des garanties, mais la réalité ne les offre jamais. Le stoïcien sait que l'inconnu n'est pas un ennemi, c'est le terrain naturel où l'on vit. Au lieu de lui résister, il s'adapte. Et quand tu l'acceptes, l'anxiété perd de sa force parce que tu comprends que rien n'est sous contrôle absolu, et c'est bien ainsi. Sixièmement, pratique le présent. Chaque fois que tu sens que ton esprit court vers un futur qui n'existe pas encore, reviens à ce que tu as devant toi. Concentre-toi sur la tâche que tu accomplis, sur la conversation que tu as, sur la respiration qui soutient ta vie. Le présent est une ancre puissante lorsque tu apprends à l'utiliser. L'anxiété ne disparaît pas par magie. Elle se maîtrise avec de la pratique et de la discipline. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'empêcher qu'elle te paralyse. Lorsque tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui, le voleur perd sa force et la tranquillité revient. Et alors tu comprends que la liberté intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la maîtrise de ton esprit face à eux. 6. Pardonne et retrouve ta paix. Garder rancune est comme embrasser une braise ardente en espérant qu'elle brûle l'autre personne. Mais à la fin, elle ne te brûle que toi. Le ressentiment devient une prison où les barreaux sont tes propres pensées. Et chaque souvenir de ce qu'on t'a fait agit comme un geôlier qui ne se repose jamais. Tu peux feindre le calme, sourire à tout le monde, mais à l'intérieur de toi, il y a une tempête qui ne cesse pas parce que tu continues à porter la blessure comme si elle était éternelle. Le plus douloureux n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu répètes chaque fois que tu t'en souviens. Le stoïcisme enseigne que le contrôle est dans ton esprit, pas dans ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. S'accrocher à la blessure ne fait que prolonger le mal, car celui qui t'a blessé ne l'a fait qu'une fois. Mais toi, en t'en souvenant, tu le répètes 1000 fois. La paix ne se trouve pas dans la vengeance ou la justice tardive, elle se trouve dans la capacité de lâcher ce qui ne mérite pas de continuer à occuper ton présent.
Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est une forme de libération. Comment y parvenir? D'abord, comprends que pardonner ne signifie pas te réconcilier ni oublier. Tu n'as pas besoin de rouvrir la porte à celui qui l'a fermée avec trahison. Pardonner signifie choisir de ne plus porter cette énergie qui te vole ta vitalité. C'est un acte d'amour de soi, pas d'acceptation du mal. Deuxièmement, sépare le fait de l'interprétation. Souvent, la blessure grandit plus à cause de ce que nous imaginons autour de l'événement que de ce qui s'est réellement passé. Si tu répètes constamment « ils ont ruiné ma vie », tu agrandis la douleur plus que nécessaire. Change cette narrative par « j'ai appris à ne pas permettre la même chose une autre fois ». Le changement de perspective réduit le pouvoir du ressentiment. Troisièmement, utilise la pratique du détachement. Chaque fois qu'un souvenir douloureux apparaît, respire et dis en silence « cela ne m'appartient plus ». Le détachement n'efface pas ce qui a été vécu, mais il coupe le lien émotionnel qui le maintient actif. Avec chaque répétition, tu entraînes ton esprit à lâcher prise. Quatrièmement, cherche à transformer la douleur en leçon. Demande-toi quelle force est née de cette blessure, quelle compréhension tu as gagnée. Le stoïcien ne voit pas la souffrance comme un châtiment, mais comme une matière première pour la sagesse. Si tu parviens à tirer une leçon de ce qui s'est passé, la blessure cesse d'être un poids et devient une cicatrice qui rappelle ta résistance. Cinquièmement, limite le pouvoir de la personne qui t'a blessé. Si chaque action que tu entreprends est toujours conditionnée par ce qui s'est passé, tu continues à lui donner le contrôle. Récupère ton autonomie avec de petits actes quotidiens. Fais ce que tu aimes, consacre du temps à ta croissance et arrête de mesurer ta vie à l'aune de ce qui s'est passé. La liberté commence quand tu ne tournes plus autour de la blessure. Sixièmement, comprends que le pardon est un processus. Ne t'attends pas à le ressentir immédiatement. Il y aura des jours où il semblera que tu as lâché prise et d'autres où le ressentiment reviendra avec force. La clé est de persévérer, de choisir encore et encore de ne pas alimenter ce feu. La constance transforme lentement la blessure en calme. Le pardon stoïcien ne cherche pas à excuser, il cherche à retrouver la paix. Parce qu'à la fin, ce que tu perds en ne pardonnant pas n'est pas l'autre personne, mais ta tranquillité. Et quand tu comprends que ta sérénité est plus précieuse que tout ressentiment, tu prends la décision de te libérer. La rancune est une chaîne que personne d'autre ne peut briser pour toi. Tu as seul la clé. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, la braise s'éteint un peu plus et ton cœur respire avec plus de légèreté. 7. Arrête de te justifier. S'expliquer constamment, c'est comme essayer de cacher le soleil avec ses mains. Peu importe combien tu t'efforces, la lumière trouve toujours le moyen de briller. Et à la fin, tout ce que tu réussis à faire, c'est te fatiguer. C'est ce qui se passe quand tu vis en justifiant chaque décision, chaque émotion et chaque erreur, comme si ta valeur dépendait de l'approbation des autres. Devenir un expliquant de ta vie, c'est renoncer à ta propre liberté, car au lieu de la vivre, tu la défends devant un jury invisible qui n'est jamais satisfait. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas dépenser d'énergie dans ce que tu ne peux pas contrôler. Et parmi ces choses, il y a l'opinion des autres. Te justifier, c'est donner ton pouvoir au jugement des autres. C'est accepter que ta paix dépend de leurs convictions. Celui qui vit en s'expliquant perd de la force, car il cesse d'agir par conviction et commence à agir pour validation. Le résultat est prévisible. Anxiété, insécurité et un sentiment permanent d'insuffisance. Comment éviter de tomber dans ce piège? Premièrement, accepte que tout le monde n'a pas à te comprendre. Ta vie n'est pas un livre ouvert pour satisfaire les curiosités ou les critiques déguisées en conseils. La plupart des gens ne cherchent pas à te comprendre. Ils cherchent à confirmer leurs propres croyances à travers toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller des mots dans des batailles que tu ne pourras jamais gagner. Deuxièmement, pratique la valeur du silence. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas à justifier chaque décision. Parfois, le silence est la déclaration la plus forte que tu peux faire. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de montrer que tu n'as pas besoin d'approbation externe pour soutenir ton chemin.
Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de te justifier, tu affirmes ton indépendance. Troisièmement, remplace la justification par l'action. Les explications tentent de nettoyer avec des mots ce que seuls les faits peuvent démontrer. Si quelqu'un doute de toi, ne perds pas de temps à te défendre, concentre-toi sur l'action cohérente. Avec le temps, les résultats parlent plus fort que n'importe quel discours. La congruence est le langage le plus solide qui existe. Quatrièmement, examine tes propres exigences internes. Souvent, tu ne te justifies pas seulement devant les autres, mais aussi devant toi-même, en répétant encore et encore que tu n'as pas fait assez. Change cette voix interne critique par une évaluation réaliste. Ai-je fait ce qui était en mon pouvoir? Ai-je été fidèle à mes principes? Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin de plus de défense. Cinquièmement, établis des limites fermes. Il y aura des personnes qui chercheront des réponses constantes à chacun de tes choix. Mais ton temps et ton énergie ne sont pas des monnaies d'échange. Apprends à dire « je n'ai pas besoin de l'expliquer » ou « c'est ma décision ». Cela peut sembler brusque au début, mais c'est une déclaration de respect envers toi-même. Sixièmement, cultive la confiance en ton but. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ta direction. La justification naît du doute et le doute se dissipe lorsque ton objectif est clair. Consacre du temps à définir ce que tu veux de ta vie et quelles sont les valeurs qui guident tes pas. Cette clarté te rendra ferme face aux critiques. Le stoïcien comprend que la valeur de ses actes ne réside pas dans les interprétations externes, mais dans la cohérence interne. Il ne perd pas d'énergie à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Il vit selon ses principes et laisse l'écho de ses actions résonner plus fort que les mots. Cesser de te justifier ne signifie pas être indifférent. Cela signifie reconnaître que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur encore et encore. Ta vie n'est pas un jugement, c'est un chemin. 8. Transforme tes habitudes. L'eau qui goutte sur une pierre ne la brise pas en un jour, mais avec le temps, elle l'use jusqu'à ouvrir un sillon. C'est ainsi que fonctionnent tes habitudes, de petites actions qui semblent inoffensives, mais qui, répétées jour après jour, façonnent qui tu es et où tu te diriges. Ce ne sont pas les grandes décisions qui définissent ta vie, mais les gestes quotidiens que tu fais sans y penser. Si tes habitudes sont faibles, ton caractère s'affaiblit. Si elles sont fermes et conscientes, ta vie se renforce. Le stoïcisme enseigne que la discipline est le chemin vers la liberté, et la discipline n'est rien d'autre que la maîtrise de ce que tu fais chaque jour. Tu ne peux pas contrôler le destin, mais tu peux contrôler comment tu utilises chaque matin, chaque après-midi et chaque soir. Ce que tu pratiques constamment devient ton identité, car à la fin, tu n'es pas ce que tu rêves, tu es ce que tu répètes. Comment transformer ces habitudes pour qu'elles travaillent en ta faveur et non contre toi? La première étape est d'observer sans tromperie. Fais un inventaire honnête de ce que tu fais chaque jour, de la façon dont tu commences la matinée à la façon dont tu termines la soirée. Demande-toi si ces actions te rapprochent de la personne que tu veux être, ou si elles ne font qu'alimenter l'inertie qui te maintient stagnant. Sans cette clarté, toute tentative de changement ne sera qu'illusion. La deuxième étape est de choisir une habitude clé qui peut agir comme une fondation. N'essaie pas de tout changer d'un coup, car c'est la recette de l'échec. Choisis une action qui, en la répétant, entraîne des améliorations dans d'autres domaines. Cela peut être de se lever tôt, de faire de l'exercice, de lire quelques minutes ou d'écrire un journal. L'important est que cela soit concret et possible à accomplir chaque jour sans excuse. La troisième étape est d'éliminer les frictions qui te mènent à l'habitude négative. Si tu veux arrêter de perdre des heures sur les réseaux sociaux, éteins les notifications ou établis des horaires sans écran. Si tu cherches à améliorer ton alimentation, ne remplis pas ta maison de ce que tu sais qui te nuit. Il ne suffit pas de vouloir changer, tu dois concevoir ton environnement pour faciliter le bon chemin et rendre le mauvais plus difficile. La quatrième étape est la répétition consciente. N'attends pas des résultats immédiats. Tout comme l'eau sur la pierre, les changements nécessitent de la constance.
Chaque fois que tu répètes une habitude positive, tu renforces l'identité que tu veux construire. La clé est de le faire même lorsque tu n'as pas envie, car c'est dans ces moments que le caractère se forme. La 5e étape est de récompenser tes progrès. Pas avec des excès ni des reculs, mais en reconnaissant en toi-même que tu as accompli ce que tu t'es proposé. Ce sentiment de victoire, même petit, nourrit la motivation pour continuer. Tu n'as pas besoin que les autres le célèbrent, il suffit que tu le valorises. La 6e étape est de substituer plutôt que d'éliminer. Une mauvaise habitude disparaît rarement d'elle-même. Elle doit être remplacée. Si tu arrêtes de fumer, essaie de marcher. Si tu arrêtes de critiquer, pratique l'auto-observation. Si tu arrêtes de te plaindre, pratique la gratitude. Remplir le vide avec quelque chose de constructif empêche l'ancienne habitude de revenir déguisée en tentation. Le stoïcien comprend que sa vie se forge dans la routine. Il n'attend pas un grand changement externe, mais travaille chaque jour à maîtriser le petit, parce qu'à la fin, ce sont ces petites actions qui définissent son destin. Transformer tes habitudes, c'est transformer ton avenir. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Seulement de la discipline, de la constance et le courage de choisir aujourd'hui ce qui construira ton caractère demain. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ce que tu répètes en silence lorsque personne ne te voit. Ce sera toujours le véritable début de ta grandeur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.